Non, mais c'est bon, t'inquiète, je vais me rapprocher de toi tout doucement. Je vois le genre, je vois où ça vient. Tout doucement. Bienvenue dans ce nouveau format d'interview. Aujourd'hui, on va parler d'onologie, de vin, de terroir, de culture française et d'agriculture de rendement. Et je reçois aujourd'hui Gaspard, qui est le fondateur de AP Wine. Enchanté. Bien enchanté. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Très bien. Et ben, voilà. Je te sens tout tendu. Non, ça va, parce que le verre est encore plein. Ah, ok. Mais voilà, Gaspard, j'ai été étudiant en informatique Ok. à l'EPFL à Lausanne. J'étais dans la crypto depuis un moment et puis j'ai rencontré Ulysse, Antoine et Jean, qui sont mes cofondateurs, avec qui j'ai créé AP Wine en août 2020. Ok. Donc AP Wine, du coup, effectivement le vin, pas hors sujet, on travaille autour de toute la thématique des taux d'intérêt en fait, du yield. Et on a construit un protocole qui est un layer de produits dérivés sur les taux d'intérêt. D'accord. Donc voilà, on a commencé ça en 2020, pas mal de bêta, pas mal d'alpha, beaucoup d'itérations parce qu'un marché assez nouveau, un produit assez compliqué. Et aujourd'hui, on est mainnet et voilà. Ok. Et donc du coup, comment vous est venue l'idée de lancer ce type de projet en fait? Parce qu'il y a aujourd'hui dans l'écosystème de la finance décentralisée, il y a les AMM, les DEX, les choses les plus connues qu'on connaît, les applications pour emprunter de l'argent, etc. Mais ce que vous faites, c'est quand même quelque chose qui n'est pas hyper courant. T'es encore assez jeune. Genre comment c'est quelque chose qui t'est venu En fait, il faut dire que nous, on a un background d'ingénieur, donc c'est pas du tout dans la finance. Et une partie de la team, on est quand même aussi un background de degen. De degen qui ont vécu l'été 2020 comme il faut, le DeFi Summer, comme on l'appelle. Ouais. Et donc, on a assisté à ces taux d'intérêt qui montaient très très haut, à des milliers de pourcents, et qui descendaient du jour au lendemain. Et même en tant qu'utilisateur, on était dans cette place du liquidity provider, en fait, qui est l'élément clé de toute cette finance décentralisée, cette finance un peu de pair à pair. Et en tant que liquidity provider, on devait déplacer nos capitaux d'une plateforme à l'autre du jour au lendemain pour essayer d'avoir les meilleurs rendements. Ça voulait dire s'exposer de nouveau à des produits différents, une volatilité différente, à des sécurités différentes, comme on l'a vu pas mal de fois. Et l'idée, c'était comment on fait pour pouvoir... en fait, on spécule sur les variations, c'est ce qu'on fait en bougeant nos capitaux, mais c'est donc un marché sur lequel on ne pouvait pas entreprendre d'action. Et on s'est dit, ça serait bien de pouvoir short ou long le yield, pouvoir parier un peu là-dessus. Éventuellement se hedger par rapport à cette volatilité aussi. Et donc en fait, on s'est dit, on va le tokeniser. On va le tokeniser en instrument de futur. On a créé le Future Yield Token. Et on est parti de là où on s'est dit, en fait, quand quelqu'un dépose sur une plateforme, on sépare son dépôt initial de tous les intérêts qui vont être générés avec ce dépôt. C'était l'idée de base. Et ensuite, il a fallu en faire un produit, il a fallu en faire un protocole. Et là, il y a plein d'itérations parce que forcément, si on veut lancer un protocole de lending, on peut voir ce que fait AV et se dire ok, comment ça marche actuellement. Mais là, on était les tout premiers. Du coup, il y a tout un travail de réflexion qui se fait sur comment on veut proposer à l'utilisateur, qu'il soit degen, qu'il soit un mec hyper smart dans la finance, d'interagir sur finalement le marché des taux d'intérêt. Donc ça, c'était l'idée de base, c'est comment c'est venu. Et ensuite, on a fait des premières alphas, des tests, des itérations, des trucs sur mainnet, et puis on a pu itérer à travers ça. Évidemment, le projet a évolué aussi. Au début, c'était une idée qu'on a eue comme ça, autour d'une bière, chez nous, au verre de vin, peut-être dans de bière. Mais chez nous, dans notre chambre étudiante à Lausanne. Et ensuite, on a itéré, et maintenant, on est 15 personnes. On a des gens qui travaillent, qui ont un background de finance, on a des gens qui ont un background d'ingénieur, on a des gens qui ont plein d'autres backgrounds différents. Et c'est très différent, et aujourd'hui c'est un produit beaucoup plus complexe et on travaille sur conserver cette complexité parce que fondamentalement c'est l'efficacité de l'outil qu'on propose aussi, c'est ce qui permet sa composabilité, la modularité, toutes les stratégies qui peuvent être construites dessus, pas seulement des stratégies mais des protocoles entiers. Et aussi il y a tout un travail de comment on rend ça facile pour le degen qu'on était en août 2020, pour l'utilisateur qui veut finalement avoir des interactions simples, sécuriser un taux d'intérêt, se hedger contre de la volatilité, sans devoir calculer des trucs hyper compliqués ou avoir une connaissance des pricing models qui requièrent des années d'études. Donc ça, c'est le challenge qu'on a un peu aujourd'hui et c'est ce sur quoi on travaille, en plus de nouvelles dérivatives, de plein de choses liées à la gouvernance, au tokenomics et tout.
Mais voilà un peu en quelques mots l'évolution du projet et son parcours. D'accord. Et vous êtes suivi actuellement par des gens du milieu, si je peux dire? Alors, suivi, oui, mais aussi, surtout, c'est vrai, accompagné dès le début. Quand on a commencé, on était 3, rapidement 4, et on a discuté avec Marc Martiner de la V, Julien de StackDAO, de tous ces projets, de Cœur aussi. Et eux ont pu nous conseiller très tôt, nous conseiller sur comment construire un produit, nous conseiller sur aussi comment construire une entreprise. Il faut savoir que c'était un peu notre première aventure entrepreneuriale, Bien sûr. pour vraiment parler. Et ils ont été vraiment clés. Et pas que, aussi plein d'autres gens. On a eu beaucoup de builders qui nous ont accompagnés et qui ont été d'une immense aide là-dessus. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. Alors évidemment, on a des besoins différents, on a une expérience différente, on a une team et un projet qui a beaucoup pris en maturité, mais on est toujours très accompagné sur ces points-là. Et je pense que c'est même essentiel. C'est dans la DeFi, on ne peut pas travailler tout seul dans son coin. Il s'agit de constamment venir à des événements, rencontrer les gens, les utilisateurs, mais aussi les gens qui construisent aussi des protocoles, voir comment il y a les synergies et puis aussi tirer parti de leur expérience parce que c'est un monde qui itère très rapidement, donc il s'agit d'être de compétitif et toujours à la pointe et de prendre les bonnes décisions et sur un domaine qui a quelques années à peine de recul. C'est ça. Et vous, en tant que jeune équipe aujourd'hui, comment vous vous ancrez dans le système économique parce qu'on parle, on est quand même sur un sujet très économique et financier. Comment est-ce que vous vous ancrez dedans dans le futur en fait? Qu'est-ce que vous apportez pour un utilisateur qui n'a pas de connaissances dans la finance, tu vois ce que je veux dire? Absolument. Qui, comme nous, ne va pas aller probablement tester plein de protocoles, rentrer en profondeur, etc. et qui voudrait peut-être avoir un rendement classique, annuel, de la même manière qu'un livret, si je peux dire, sans que ça soit un livret, bien sûr. Mais comment vous ancrez là-dedans? C'est une question très pertinente. Parce que c'est vrai que c'est un peu le challenge où peut-être on est un peu dans cette période dans la DeFi, où maintenant on commence à avoir des produits un peu plus complexes. Ouais. Du style, quand une swap est arrivée avec ses concentrated liquidity, Ouais. ça paraît très simple, en fin de compte, pour que ça soit efficient, il faut savoir le gérer. Le gérer, c'est-à-dire le gérer de manière efficace, c'est-à-dire comment le gérer de manière efficace et qui sait comment le gérer de manière efficace. Donc ça crée une nouvelle catégorie d'acteurs qui vont gérer les choses et en fait qui vont proposer un produit à un layer au-dessus à l'utilisateur lambda. Et on est un peu dans cette transition. C'est-à-dire que d'un côté, on veut que les gens puissent arriver de manière un peu vanilla sur notre plateforme et tout de suite arriver à faire des choses simples. C'est là où on travaille sur une interface ou des interactions qui sont simples. Un fixed rate, on leur dit, écoute, tu donnes tant d'USDC aujourd'hui, tu reçois tant d'USDC dans 30 jours. Et c'est locké, tes fonds, et dans 30 jours, tu reçois ça, pour sûr. Ça, c'est simple, il n'y a pas besoin d'avoir fait Bac plus 5 pour comprendre. Bien sûr. Et ça, c'est une première chose. Et c'est le travail qu'on fait. Et ensuite, il y a aussi le côté, fondamentalement, le protocole est beaucoup plus complexe que tu donnes 1000 USDC et tu reçois tant d'USDC dans 30 jours. Et c'est là où, en fin de compte, il s'agit de faire plusieurs choses. Il s'agit de comprendre, si tu fais quelque chose qui s'apparente un peu à un instrument financier ou qui est lié à la finance, il s'agit de comprendre comment ça existait, dans quel contexte, et en gros, quel a été le travail de réflexion qui a été fait pendant des années par des gens dans un monde de finance traditionnelle centralisé, mais quand même. Ensuite, il s'agit de comprendre, par rapport aux besoins de la DeFi et au paradigme un peu différent sur les provisions de liquidité, sur l'utilisation, sur la composabilité, quels sont les principaux atouts de ton protocole et comment tu peux mettre ça à profit pour être vraiment une brique dans ce monde de money Lego. Comment construire une brique qui soit vraiment efficace? Comment tu l'intègres? Comment tu as des builders qui construisent des choses? Voilà. Aujourd'hui, à la fin de cette semaine, on va avoir un hackathon qu'on sponsorise, on sponsorise TH Amsterdam. On va avoir des builders et on a déjà qui construisent et qui commencent à avoir des trucs assez cool en fait avec API. C'est des gens qui n'ont pas de background de finance, mais qui comprennent le protocole principalement et qui sont en mesure de pouvoir interagir avec assez facilement parce que les ressources des développeurs, les SDK, etc. Et ça, c'est un travail que tu dois faire en tant que protocole DeFi. C'est-à-dire que tu te dois de comprendre complètement l'outil que tu construis, de comprendre ta cible et aussi de s'adapter à ta cible en fonction du temps et du développement de l'écosystème en général. Et ça, c'est un travail actif tous les jours. Ok. Revenons un peu à toi. Comment en fait tu es rentré dedans? Moi, j'ai pas un background d'ingénieur, donc le code, je l'ai appris très tard. J'ai fait une formation pour apprendre
le web développement par exemple. Donc on est très loin du Solidity, de tout tous les langages de programmation. Mais comment c'est venu? C'est-à-dire que toi, pendant tes années d'études, il y avait t'avais des cours de programmation, Alors, la programmation, oui. J'ai fait des études d'ingénieur, ça fait partie du cursus. Après, c'est quelque chose que je faisais depuis très jeune. Dès que j'ai eu un ordinateur, je m'amusais. Ouais. Et je faisais des programmes, j'essayais d'apprendre à fond. J'étais très intéressé par toutes les thématiques un peu notion de contre-pouvoir sur tout ce qui est le transfert de l'information un peu libre. Donc, les privacy preserving systems, tout ça, les communications sécurisées, l'anonymat. Donc, je faisais pas mal de recherches sur ce point-là, la sécurité aussi. Et je programmais. Donc ça, j'ai fait ça très jeune, et puis un jour, en lisant des magazines d'informatique littéralement, je vois une chronique sur le Bitcoin. C'était en 2012-2013, et Okay. J'avais pas d'ordinateur à la base, et puis rapidement, j'ai compris comment créer un wallet, cliquer sur des faucettes pour gagner des centimes. Quelques années, il y avait plus que des centimes, donc c'était une activité finalement plutôt lucrative pour quelqu'un qui avait 14 ans, mais voilà. Et du coup, je faisais ça, et de fil en aiguille, je me suis intégré dans des études d'ingénieur déjà. Et j'ai continué à assouvir mon besoin de connaissances et ma passion pour ce sujet-là. Et en août 2020, voilà, il y avait tout ça qui se faisait, on était dans la DeFi, et ça paraît comme une évidence. Ok, il manque un gros truc là, le yield, c'est bien, mais il n'y a pas d'outils en fait par rapport au yield. Il y avait tout juste, on commençait à discuter un peu du fixed rate, mais d'une autre façon. On était un peu avec liquidation, les garanties différentes, pas la tokenisation du yield. Et donc on s'est dit, en fait, on pourrait faire ça comme ça, et on a commencé depuis là. D'accord. Ok, c'est hyper. C'est pas banal en fait. Et donc du coup, toi, à côté, tu t'es formé toi-même à quoi? Solidity? Alors Solidity, oui. De toute façon, à l'époque, alors Solidity, j'ai commencé un peu en 2017. Donc c'était, tu fais avec leur ce que tu trouves. Hein. C'est comme le Bitcoin en 2013, c'était pareil, c'était pas la même chose que aujourd'hui. Heureusement, il n'y avait pas ce genre de médias, pas en France en tout cas, je crois. Et donc voilà, le côté informatique, j'ai été plongé dedans, j'étais tombé dedans quand j'étais petit, entre guillemets, tout seul, mais voilà. Et puis après, j'ai fait je me suis orienté dans des études qui faisaient sens et qui étaient pertinentes par rapport à cet attrait. Ok. Et toi, si tu avais un conseil à donner à un étudiant qui rentrerait, en fait, qui démarrerait ses études, parce qu'aujourd'hui, on voit apparaître de partout sur Internet des personnes qui disent ouais, je lâche les études et je me mets à temps plein dans la crypto. Est-ce que tu penses que, avec ton œil aujourd'hui de professionnel, tu penses que c'est pertinent de tout plaquer, de ne pas avoir de background technique pour se lancer à fond dans un projet comme ça? Alors, il y a plusieurs éléments. Déjà, pour souci de transparence, j'ai lâché mes études à la fin des études, mais c'est pas quelque chose que je recommande forcément, du tout. Mais dès le premier jour où je suis entré à la BFL, je me suis dit, le jour où j'ai quelque chose qui me passionne, et je sens que ça fait sens et que c'est pas quelque chose de court terme ou quoi que ce soit, c'est pas grave, je pourrais lâcher mes études. C'était pas une fin en soi, et c'était extrêmement enrichissant en fait, les études en dehors du diplôme. Les gens que j'ai rencontrés, les choses que j'ai apprises, mais pas forcément les cours, parce que ça tu les trouves en ligne en fait. Ouais. Mais les discussions que tu as avec les professeurs, avec les étudiants, tout ça, et c'était une belle formation de vie, en tout cas pendant 5 années quand même. Et du coup, à la fin, j'ai juste dû faire un choix en termes de temps disponible. Déjà, aujourd'hui, je suis débordé, mais avec les études, c'était même pas possible. La nuit n'existait plus. Et à un moment, je me suis dit, à la place de rater les deux, autant faire une chose bien. Ouais. Et voilà le choix que j'ai fait. Maintenant, quelqu'un qui est dans ses études et qui est intéressé par ce sujet-là, je pense pas que les études, et puis je pense que chaque fois qu'on voit des trucs qui sont passionnants et qui sont très récents, on peut être tenté de penser que l'ancien système est obsolète. Et c'est peut-être le cas. Ça veut pas dire que les études ne servent plus à rien, parce que, encore une fois, les choses que tu apprends, c'est pas seulement les sujets qui sont faits en cours. Je recommanderais aux personnes d'essayer de déjà trouver des études qui leur correspondent. C'est toujours bien aussi d'avoir des backups, d'avoir des diplômes et tout. La crypto, l'adjectif qu'on lui donnera, c'est pas la certitude. Je parle pas en termes de vision ou quoi que ce soit, mais en termes de court terme, de long terme, de plein de choses. Et donc, autant que les gens puissent apprendre, se développer là-dedans, et ensuite faire leur projet, tout ça. Ils peuvent se lancer différemment. Je pense pas que ce soit un must dans vos études, mais je pense pas que le côté je drape pas, ça sert à rien, c'est obsolète, soit véritablement juste. Fondamentalement, je suis très content d'avoir fait ces 5 années et aujourd'hui de me lancer. C'est pas directement les études, mais c'est ce que j'ai vécu pendant 5 années qui m'ont appris beaucoup de choses. Ok.
Et aujourd'hui, comment est-ce que ça se traduit pour toi, ta vie d'entrepreneur? Des cernes, beaucoup de travail. Non, mais je regarde, c'est la meilleure décision de ma vie. Ouais. J'adore ce que je fais, les gens avec qui je travaille, beaucoup de chance là-dessus. On passe notre temps à. Enfin, non, c'est faux, mais voilà, en ce moment, on voyage aussi, on rencontre beaucoup de personnes. C'est extrêmement enrichissant. J'étais un peu un éternel insatisfait. En 2 secondes, je m'ennuie. Et là, j'ai du mal à m'ennuyer. Ouais. J'ai beaucoup de mal à m'ennuyer. Et en fait, je suis passionné. C'est hyper intéressant. C'est très challenging aussi. Personnellement, je veux dire, physiquement et psychologiquement, il y a des trucs, c'est très gourmand en ressources, c'est vraiment psychologiquement. Mais aussi, j'apprends énormément. Là, pour le coup, en termes de contenu, tous les jours, j'apprends une quantité de trucs, ça, dans des sujets différents et même personnellement, humainement, c'est quelque chose. Donc, clairement, très très rapidement, et c'est même pour ça que j'ai fait la décision, parce que j'ai commencé à Epy-One en août, j'ai lâché mes études en février. À ce moment-là, je savais que ce que je faisais était en parfait accord avec ce que je voulais apprendre aujourd'hui et ce que j'allais faire plus tard. Donc aucun regret. Le côté entrepreneurial, j'ai toujours su que je voulais explorer un peu cet aspect de liberté, de création d'idées, de flexibilité aussi un peu dans ce monde du travail et j'adore. Ok, top. Et après Epy-Wine? Non, mais c'est difficile. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vois pas une fin à ce que je fais. Ouais. Cet écosystème, est-ce qu'on est en train de construire quelque chose qui est early dans un écosystème qui est early? Ouais. Donc c'est difficile de considérer un après. Les sujets que ça traite, le côté un peu cette conception différente de la finance, de l'échange de valeur, de composabilité sur ces systèmes-là, c'est ce que j'ai envie de faire. Je suis passionné par ça. Et puis même les sujets technologiques, c'est sûr. Donc déjà, il n'y a pas d'après Epy-Wine, mais même en plus, c'est en parfaite symbiose avec ce qui m'intéresse et je ne suis pas drivé vers autre chose actuellement. Et je ne réfléchis pas forcément à cet après-là. C'est-à-dire que je pense que les choses vont évoluer en elles-mêmes parce que, encore une fois, comme je disais, les cibles évoluent, l'écosystème évolue, donc le produit évolue, la manière de construire les choses aussi. Et je pense que c'est comme ça que ça va changer et ça ne va pas passer à autre chose. D'accord. Et tu ne penses pas que aujourd'hui, vous proposez un produit, un service qui est, tu le disais, qui est déjà early, dans un domaine qui est early. Tu ne penses pas que vous êtes un peu trop en avance par rapport à la compréhension que les gens, tu vois, ont déjà de on appelle de la crypto-monnaie, des blockchains, etc., qui est déjà quand même très abstrait? Absolument. Bon, je suis en train de dire, ça dépend à qui tu t'adresses. Mais ce côté-là, quand on a discuté avec Marc septembre-octobre, c'est une des premières choses qui a été évoquée. C'est le côté, c'est quand même, on commence à faire des dérivatives, c'est déjà suffisamment complexe. En plus, les dérivatifs sur le yield, c'est complicité au carré. Et on savait, et en même temps, ça n'enlevait rien à la pertinence de la chose. On peut commencer early et se laisser le temps et prendre le temps d'itérer, prendre le temps de construire les choses correctement. Et c'est ce que je pense qu'on a fait. Et il y a encore énormément. On travaille beaucoup sur cette partie de stratégie, sur cette partie UX, sur cette partie avoir une cible encore plus large. Ouais. Maintenant, la complexité qu'on a aujourd'hui, c'est un potentiel en termes d'efficacité. Et en fait, on a pas mal d'acteurs qui viennent et qui sont eux un peu plus professionnels et qui c'est déjà ça colle bien. Maintenant voilà, on travaille sur plusieurs points qui vont rendre les choses un peu plus accessibles. Maintenant, le côté early, je suis en train de dire, en fin de compte, on a une TVL qui équivaut plus ou moins à notre volume. L'utilisation elle est là, l'intérêt il est là aussi, on l'a vu très rapidement dans la communauté. Maintenant, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on travaille qui vont permettre de plus d'utilisation en termes de cible et même pour une même cible de fonctionnalité. Ok. Et alors, on arrive un peu sur la fin. Qu'est-ce qui, selon toi, permettrait d'attirer plus de liquidité, mais plus d'investisseurs, soit lambda, moi par exemple, ou des investisseurs un peu plus institutionnels? Qu'est-ce qui leur donnerait envie d'aller utiliser votre service? Alors, du coup, c'est 2 cibles différents. Dans les 2 cas, il s'agit que les choses soient assez claires. L'institutionnel, il va avoir besoin de plus de liquidité. Après, donner la liquidité, ça peut être aussi son cœur de métier. L'institutionnel, en fait, fondamentalement, d'habitude, c'est la 2e cible. Et nous, c'est celui qui vient un peu plus rapidement parce qu'il dit en mode « Ah, ça, on connaît, en fait. Ouais. On connaît, ça nous intéresse. » Donc, il y a beaucoup de choses qui sont en cours et qui visent à connecter un peu ces 2 mondes.
L'utilisateur lambda, c'est un travail perpétuel sur éduquer un écosystème sur un nouvel outil. Alors, il y a des produits DeFi qu'on utilise aujourd'hui très simplement, qu'on ne comprenait pas forcément Day One. Je pense que le marché du yield, ça ne déroge pas la règle. Et ensuite, voilà, il s'agit d'éducation et il s'agit d'itérer sur la construction des choses, des interactions et des produits qui sont faits. Et des layers aussi d'utilisation. Encore une fois, comme je disais, tu as celui qui interagit directement et celui qui interagit à travers deux autres protocoles. Et ça, c'est des choses qui arrivent, c'est des choses qu'on voit progressivement, les intégrations, tout ça. Et ça se développe relativement organiquement sur ce point-là. Ok. Parfaitement clair. Dernière question, on a avec nous un peu de vin. Quel est le comment dire, L'année, le cépage. Ton vin, ton cépage préféré, est-ce que tu as une préférence? J'ai des préférences. Maintenant, j'ai pas une préférence, ça dépend de quoi, tout ça et tout. Je suis bon choix, j'aime beaucoup le rouge. Ok. J'aime beaucoup le rouge. C'est très classique, j'aime bien les Bordeaux. Ok. Et puis voilà, après les années, tout ça, ça dépend de. On n'en est pas encore. Voilà. Super. Eh ben écoute, merci Gaspard, merci pour ce moment. Je vais trinquer avec toi à la réussite de AP Wine. Merci. Et puis à bientôt pour une prochaine interview. Avec plaisir. Merci pour l'invitation. Merci à tous, prenez soin de vous et puis à très bientôt pour une prochaine interview.